Dans cette vidéo, je vais partager avec toi comment créer une micro-ferme d'un hectare qui génère des millions après 12 mois. Donc je vais t'inviter à rester attentivement afin que je puisse partager avec toi la stratégie, l'idéologie, les techniques, les pratiques, certaines astuces qu'il faudrait qu'on mette en place si on veut générer de l'argent. Comme j'ai coutume à te dire, gagner de l'argent c'est bien, mais maîtriser la science c'est encore mieux. C'est le processus qui est important. C'est parce qu'on doit maîtriser le processus qu'on va gagner, c'est-à-dire que justement, beaucoup de millions. Donc avant de commencer, permets-moi de me présenter. Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Bienvenue à toi qui es nouveau. Je dis bonjour à tous les nouveaux. Bonjour aussi à tous les anciens et les fidèles. Pour toi qui me découvre pour la première fois, je m'appelle Thierry Toko. Sur la chaîne, je parle d'agriculture, je parle d'élevage, je parle d'entrepreneuriat et d'investissement. Le but de la chaîne ici, c'est en fait de valoriser et de vulgariser nos produits du terroir africain. Créer la chaîne, c'est en fait de partager mes astuces et techniques business, de partager mon mindset. Je suis entrepreneur et investisseur sur les cultures telles que le poivre du Cameroun, comme nous appelons le poivre de Penja, qui a reçu son label indication géographique protégée en 2013. Sur la culture du palmier à huile, sur la culture du Rinsendon et l'autre, comme nous appelons Api ou Swanjansan. Sur la culture de la Gassinia Kola, comme nous appelons Bitakola ou Petite Kola. Avec pour finalité de créer une marque spécifique à nous, dont on mettra sur le marché physique et sur le marché virtuel. Donc, si je suis venu aussi sur YouTube, c'est afin de te dire qu'il est plus que urgent qu'on détienne aujourd'hui, qu'on ait le contrôle sur notre alimentation, qu'on ait le contrôle sur nos semences, qu'on puisse être autonome sur le plan alimentaire et sur le plan économique. Et que si on veut justement obtenir notre autonomie alimentaire, on se doit de produire nos produits du terroir. Excuse-moi de la tautologie. Aucun pays sérieux ne peut se développer ou ne peut avoir son autonomie alimentaire en dépendant de l'alimentation des autres, en se faisant nourrir par les autres. Aucun continent sérieux ne peut justement avoir son émancipation si ce continent se fait nourrir par les autres. Donc, si j'ai créé la chaîne et si j'insiste sur les produits du terroir, c'est parce que notre autonomie passe par la valorisation et la vulgarisation de nos produits du terroir. Et que si on continue à faire, comme nous sommes en train de faire là maintenant, à vouloir plutôt copier le modèle de production occidentale, on va tout droit vers le mur. Donc c'est pour cela que je milite et je valorise les produits du terroir. Donc si c'est des thématiques qui te parlent, n'hésite pas à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer plusieurs vidéos que diffuse la chaîne. Je vais t'inviter aussi à mettre le pouce, afin de pouvoir permettre à l'algorithme YouTube de partager la vidéo à plusieurs d'entre vous. Et surtout mettre le pouce parce que les thèmes, les sujets que j'aborde ici, c'est des sujets qui sont hautement sensibles, hautement stratégiques. Donc, je t'invite à mettre le pouce afin de pouvoir permettre à l'algorithme YouTube d'authentifier cette vidéo. Et regarde sous la barre de description, je te laisse un cadeau, il y a un cadeau, il y a un lien. Et si tu veux aller plus loin, je suis prêt à t'accompagner afin de pouvoir être aussi acteur du changement, afin de pouvoir bâtir ton empire. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Créer de la richesse aujourd'hui, c'est à nos produits du terroir. Et c'est ce que je m'apprête à partager ici avec toi. Tu sais aussi, qu'à chaque fois que je fais mes vidéos, ou je fais mes masterclass, ou je partage les enseignements, je viens sur YouTube aussi pour partager les enseignements. Je ne viens pas parce que je cours après la gloire. Non, je viens aussi parce qu'il y a une frustration, il y a une réelle frustration. En tant qu'acteur sur le terrain, en tant qu'agriculteur, je partage la frustration que plusieurs milliers d'agriculteurs partagent partout dans le monde. L'agriculture aujourd'hui, telle que c'est pratiqué, ça ne profite pas aux acteurs du terrain. Quand je dis les acteurs du terrain, les petits producteurs. La question que je devais d'abord poser, c'est pourquoi est-ce qu'on produit en fait? Tu vas peut-être me dire, mais Thierry, quelle est la microferme qu'on doit créer? La microferme à créer ici, c'est sur la culture, c'est-à-dire que de l'igname.
avec un hectare, tu peux créer aujourd'hui ta ferme d'igname. Parce que l'igname ici, c'est une culture de saison. C'est une culture qui va sur 12 mois. Donc quand j'ai coutume à dire, c'est une culture qui ne demande pas, ce n'est pas une culture pérenne, qui va te demander automatiquement, c'est-à-dire que de posséder les terres. Tu peux encore louer les terres. Pourquoi je fais le choix sur l'igname? L'igname, voilà un produit qui est hautement stratégique. Je parle ici de nos produits du terroir. L'igname, le manioc, la patate, les bananes plantains, les bananes douces, le sorgho, le mil. L'igname, c'est hautement stratégique. Tu vas me poser la question, Thierry, pourquoi? C'est hautement stratégique parce que c'est une culture du terroir. C'est une culture sur laquelle nous avons le contrôle sur les semences. J'ai commencé en disant ici que celui qui contrôle ton alimentation te contrôle. Celui qui te donne à manger te dirige. Celui qui a le contrôle sur l'alimentation a le contrôle sur le monde. Oui, c'est un sujet qui est sensible. Oui, je sais qu'on n'aime pas justement la philosophie, mais on ne peut pas aujourd'hui aller produire, que ce soit sur le domaine agricole, sur le domaine de l'élevage ou même dans le business, comme j'ai dit, si on ne maîtrise pas la philosophie, si nous n'avons pas d'idéologie. Il faut comprendre ici que si on veut aller produire en se calquant sur le modèle occidental, on va droit au mur. Parce qu'aujourd'hui, l'agriculture, qui est censée nourrir le monde, l'agriculture aujourd'hui, ce n'est plus sur le modèle, je vais dire, physiologique. Je m'explique. Si on va faire l'agriculture, c'est pour nourrir le monde. Mais qu'est-ce qui peut expliquer aujourd'hui qu'il y ait autant de personnes qui meurent de faim? On a aussi certains discours qui disent notre agriculture ne décolle pas parce que on ne cultive pas sur les grandes superficies, parce qu'on a besoin de tracteurs. Vous le dites, on le dit tout le temps. C'est parce qu'on cultive encore avec la houe. Ah, c'est parce que notre agriculture est archaïque. Il nous faut de la mécanisation. Ah, il faut produire dans les grandes superficies. On entend comme ça des personnes avancer. C'est les arguments que certains avancent. Mais moi, en tant qu'acteur sur le terrain, et même certains agriculteurs occidentaux ici, même d'Afrique, moi, quand je fais comme une masterclass, quand je parle d'agriculture, c'est parce que je pense aux petits producteurs, je pense aux paysans qui sont dans les bas-fonds. Il faut comprendre que l'agriculture est faite chez nous en Afrique par au moins 70% de la population. Et la population est rurale. Donc quand on dit qu'il faut la mécanisation, je pose la question à ceux qui disent qu'il faut la mécanisation, mais est-ce que ces personnes savent de quoi elles parlent? Que ceux qui disent qu'il faut aller mécaniser, mais pourquoi ils ne prennent pas le devant? Qui nous montre l'exemple? Ils veulent mécaniser l'agriculture pour produire quoi? Vous voyez généralement qu'on va toujours nous diriger vers la production de maïs, la production de soja, les productions de blé, les productions des céréales. Mais il faut comprendre ici que les Occidentaux, ont pensé leur modèle agricole. Et ce modèle agricole a marché pendant un certain temps. C'était bon au XXIe siècle. Au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, dans les années 50, ils ont tout axé dans l'excès. Ils ont donné beaucoup de mécanisation, beaucoup d'engrais, beaucoup de produits chimiques. Ils ont utilisé abondamment et abusivement de l'eau. Ils ont justement le pétrole abondamment et abusivement. Mais il faut savoir que toute chose aussi s'épuise. Le pétrole, c'est un bien qui ne se renouvelle pas, ça s'épuise. Le sol, ils ont massacré le sol en faisant des labours, en pompant les produits chimiques. C'est ce qui donne aujourd'hui le dérèglement climatique que nous avons. Mais ça ne s'arrête pas là. Si aujourd'hui on fait
on était en train de faire une agriculture uniquement axée à nourrir la population, on ne serait pas au jour d'aujourd'hui en train d'avoir des populations qui sont malnutries, même ici en Occident. On n'aurait pas des émeutes de faim partout dans le monde. Je fais ce plaidoyer pour te faire comprendre, toi qui es intéressé par l'agriculture, fais très attention lorsque tu vas faire l'agriculture. De faire très attention sur tes choix culturels. L'agriculture aujourd'hui, c'est un secteur. Comment je peux te dire ça? L'agriculture aujourd'hui, c'est tout, sauf basé sur les besoins physiologiques. L'agriculture aujourd'hui est plutôt capitaliste. Je peux répéter, l'agriculture aujourd'hui est capitaliste. Ça veut dire que là-dedans, aujourd'hui, ce sont des multinationales, ce sont des grands groupes agro-industriels, de la mécanique, de la chimie, des semences, les banques. Ce sont les oligarques, les multimillionnaires, les multimilliardaires qui détiennent aujourd'hui l'agriculture. Aujourd'hui, c'est des compagnies sémencières. Je ne vais pas tous les nommer. Vous savez, aujourd'hui, Monsanto détient au moins 95% des semences du monde. Est-ce que ce n'est pas marcher sur la tête? Comment est-ce qu'on peut donner le pouvoir à une seule personne, 95% des semences? Donc tout ce que tu sèmes, la tomate, machin, il a le contrôle. Et toutes ces semences sont brevetées. Et lorsque c'est breveté, ça veut dire que ça ne t'appartient pas. Toi, agriculteur, tu vas s'aimer, mais tu n'as pas le droit, c'est-à-dire que de reconduire ça. Tu es obligé d'aller acheter à chaque fois. Et oui, si tu reconduis Monsanto, te poursuit en justice. Ça s'est fait ici en Occident. On a des grands groupes, un grand industriel qui s'est fait condamner, c'est-à-dire au Mexique. Monsanto l'a poursuivi en justice parce qu'il a reconduit les semences. Le danger de ça, c'est que aujourd'hui, tu ne peux plus aller faire l'agriculture sur des petites superficies parce qu'aujourd'hui, ils financent plutôt par rapport à la superficie. Donc, il faudrait que tu sois sur 200, 300 000 hectares pour pouvoir bénéficier de la subvention. Ici en Europe, l'Union européenne te donne la subvention par la PAC, qui est le programme d'accompagnement, c'est-à-dire que le programme agricole tel que comment? La PAC. Tu as aussi le pays, nous qui sommes en France, la France aussi subventionne. Donc tu vois que c'est un puissant business qui est comme ça, qui est là plutôt aujourd'hui à ne pas servir l'humain. Vous allez toujours entendre à chaque fois, on parle de politique agricole, mais on ne parle pas de politique d'alimentation. On va tout parler de politique agricole, on ne parle pas de politique d'alimentation. Mais lorsqu'on va donc maintenant produire, qu'est-ce qu'on produit? On va produire les céréales. Je vous ai dit ici en Occident, le maïs, le soja, le blond, le blé, le tournesol, le colza, c'est destiné à la production animale. On produit des milliards d'hectares de soja et de maïs uniquement pour aller nourrir les animaux. Vous trouvez ça normal? Pendant ce temps, dans les pays du tiers-monde, on nous a dit que justement rendu dépendants des céréales, le maïs, le soja. Ils nous rendent dépendants et ils passent le temps ici à nourrir les animaux avec ça. Et nous, pendant ce temps, on fait quoi? On commence à lever la tête pour demander de l'aide. Si ce n'était que ça, leur céréale aussi est faite pour produire, c'est-à-dire que les biocarburants, l'éthanol. Est-ce que tu sais qu'à travers le maïs, on peut produire l'éthanol qui est un biocarburant? À travers le tournesol, ils font des biocarburants. Le colza, la betterave. Donc, vous voyez que l'agriculture ici en Occident, c'est plutôt une agriculture capitaliste. Ce n'est pas fait pour nourrir la population. C'est pour ça qu'ils peuvent se permettre de produire massivement et de mettre de la chimie dedans. Parce qu'aujourd'hui,
de ces compagnies sémencières, lorsqu'ils vont investir sur la recherche, par exemple pour produire des semences, vous avez entendu parler des semences OGM. Lorsqu'ils mettent des millions et des milliards pour pouvoir produire des semences, vous pensez qu'ils peuvent se permettre comme ça de venir donner ces semences-là gratuitement? Ils doivent rentrer, c'est-à-dire que justement, ils doivent avoir le retour sur investissement, sur leur recherche. Et quand c'est comme ça, ça devient leur paternité. On a parlé ici des semences OGM. Avons-nous le recul dessus? Donc, si j'essaye un peu d'apporter la philosophie, un peu la littérature, c'est pour que tu comprennes, toi qui veux aller faire l'agriculture, il faudrait que tu saches sur quoi tu vas. Je dis ici, si l'Afrique, ou si les Africains vont épouser le modèle occidental, ils se tapent la tête au mur. Parce que plusieurs pays qui se respectent réfléchissent comme ça. Un pays comme la Chine, est-ce que tu sais que la Chine aussi est en train de traverser une crise énorme? On n'est pas en train de penser, c'est-à-dire que justement à nourrir les hommes. J'ai dit ici que si l'agriculture était axée à nourrir, c'est-à-dire que plutôt les hommes, on ne mourrait pas de faim. Tu vois aussi que ce qui fait en sorte qu'on ait des crises alimentaires, c'est l'utilisation abusive de nos sols. J'ai parlé de l'utilisation de l'agriculture et de l'élevage. Vous voyez ici que ces deux pôles, c'est des pôles comme ça qui polluent énormément. On ne peut pas aller faire de l'agriculture sans eau. Et ici, les cultures comme les céréales pompent énormément d'eau. C'est pour ça qu'on a le dérèglement climatique. C'est des cultures qui sont gourmandes à nous. L'élevage est gourmand à nous. Pour 1 kilo de viande, il faut utiliser 15 000 litres d'eau. Pour 1 kilo de viande. Pour 1 kilo de céréales, il faut utiliser 4 000 litres d'eau. Donc imagine donc quand tu as comme ça 10 000 hectares, quand il y a des gens comme ça qui ont 60 000 hectares, je ne sais pas si tu vois un peu les choses. Et là-dedans, où est la place du petit producteur? Donc le système est fait aujourd'hui de détruire les petits producteurs au détriment des grands groupes agro-industriels, au détriment des fonds de pension qui viennent comme ça acheter des terres et ne sont que l'affaire des business. Autre danger aussi avec l'agriculture, c'est que ces matières premières sont aujourd'hui cotées en bourse. Le blé est en bourse, le soja est en bourse. Ces céréales, ces matières premières sont en bourse. Et n'oublie pas, je t'ai dit, qu'on produit, ici en Occident, ils produisent grâce au pétrole. Tu vois qu'à chaque fois que le pétrole, il y a inflation sur le pétrole. Dès qu'il y a inflation sur le pétrole, qu'est-ce qui se passe? Il y a aussi inflation automatiquement sur les céréales, les matières premières. Les Américains ont poussé le reste du monde à être dépendant des céréales. C'est les États-Unis qui produisent normalement à la base, c'est-à-dire que le maïs et le soja, ce sont les premiers producteurs. Et ils ont poussé les gens à aller produire le maïs et le soja. Mais eux, ils font quoi? Dès que le coût du pétrole monte, eux, ils bloquent les céréales, ils ne livrent plus les céréales, ils vont produire l'éthanol. Un pays comme les États-Unis est en train de produire massivement de l'éthanol à base de maïs. Pendant qu'on crie ici qu'en 2050, on sera 9 milliards, qu'on est en train de mourir de faim, où ils produisent de l'éthanol à base du maïs et du soja. Est-ce que tu trouves ça normal? Et toi, tu penses que tu peux aller produire les céréales et compétir avec eux? C'est comme ça qu'ils font pour monter les cours. Ils ont rendu, c'est-à-dire que plusieurs pays, la dépendance des céréales. Lorsque eux, ils vont monter les cours des céréales en bourse, c'est pour faire quoi? C'est pour permettre aux pays qui sont dépendants des céréales de mourir de faim. On a eu des émeutes de la faim. On a eu des révoltes. Souviens-toi du printemps arabe. C'était par rapport au blé. Parce qu'il manquait de la farine pour faire le pain en Égypte. Et ça a dégénéré comme ça partout en Afrique du Nord.
On a des soulèvements de faim comme ça partout dans le monde. L'aberration aujourd'hui, c'est qu'il faut regarder le désastre en Amérique du Sud. La Colombie aujourd'hui est en train de produire massivement le soja. Massivement le soja. Il ne faut pas oublier la Colombie. Il y a quelques années, ça a traversé une grosse crise. Mais on les a poussés aujourd'hui à aller produire massivement le soja OGM. Ils sont en train de raser comme ça, que toutes les superficies. Ils sont en train de raser l'Amazonie, de chasser les Indiens sur leur propriété pour planter le soja. Oui, le soja aujourd'hui, ils sont eux qui ravitaillent le monde du soja. Mais c'est un soja quoi? C'est un soja OGM. Mais personne ne parle de ça. Quand c'est comme ça, on ne parle pas de déforestation. Mais les effets pervers de ça aujourd'hui qu'on est en train de voir. J'ai dit, ce sont des produits qui sont hautement consommateurs d'eau, des énergies fossiles. Lorsqu'ils vont pulvériser, c'est-à-dire que les herbicides, une personne a comme ça 60 000 hectares. Ce n'est pas avec les tracteurs, c'est aérien, c'est avec des avions. Les conséquences de ça aujourd'hui, c'est quoi? C'est que la population est en train de souffrir. Ces semences OGM, on commence à voir les effets pervers de ça. On a que des femmes qui font qui accouchent des enfants avec des malformations, des enfants qui naissent avec un pied, qui naissent avec un bras, dû justement aux semences OGM, dû au traitement chimique. Ce que je parle, fait des recherches en Colombie. Colombie, Mexique. La Colombie aujourd'hui est en Argentine. Je dis en Argentine. L'Argentine produit aujourd'hui le soja, mais alors que dans ce même pays-là, les personnes sont malnutries. Donc si je fais ce plaidoyer, c'est pour te faire comprendre qu'on se doit aujourd'hui de diversifier nos cultures. On se doit aujourd'hui de valoriser et de valoriser plutôt nos produits du terroir. Que si aujourd'hui on est là à mourir de faim, c'est parce qu'il n'y a pas eu une vraie politique agricole. Il n'y a pas de vraie réforme agraire. Chez nous, en Afrique, on est plutôt là à favoriser les cultures de rente. Le café, le cacao, l'EVA, l'anacate, le coton. Et tu vois que toutes ces cultures-là, c'est des cultures sur lesquelles nous n'avons même pas le contrôle. On n'est pas là à valoriser les produits du terroir, les cultures vivrières, le manioc, l'igname, la patate, banane plantain, l'arachide, les pommes de terre, le sorgho, le mil, le founou. Pourtant, voilà les cultures sur lesquelles nous avons le contrôle. Mais tu vois qu'on passe le temps comme ça à encourager les paysans à aller produire le coton. Un pays comme le Burkina. Les paysans burkinabés produisent le coton OGM. Monsanto est venu s'installer au Burkina. Ils produisent le coton OGM. Est-ce qu'ils peuvent manger ce coton? Ils produisent le coton et à côté, ils n'ont pas de quoi manger. Ils meurent de faim. Et un coton qui n'est pas acheté même au juste prix. Parce que le danger avec les semences OGM, c'est quoi? OGM, c'est organisme génétiquement modifié. Ils ont créé cette technologie en disant que c'est une technologie qui vient répondre aux problèmes climatiques. Ils ont créé des semences qui résistent à la sécheresse, qui résistent aux maladies, qui résistent à certaines bactéries qui sont résistantes à l'herbicide. Mais le problème qu'ils n'ont pas dit derrière, c'est que les paysans allaient payer, les agriculteurs allaient payer le prix fort. Ils ont versé ça, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, quand c'est arrivé, les agriculteurs américains ont pris ça comme du pain béni. En Argentine, pareil. Au Brésil, puisque les premières années, ça marchait bien. Lorsqu'ils versaient, c'est-à-dire que les semences OGM, parce qu'il faut comprendre qu'il y a deux types de semences. Tu as les semences BT, les BT sont résistantes aux insectes, et les BH sont résistants à l'herbicide. Lorsque les fermiers ont semé ces graines-là de soja les premières années, lorsqu'ils pulvérisaient,
les herbes mouraient et les plantes étaient là. Mais pour l'agriculteur, c'est magnifique. Parce que tel qu'ils expliquent qu'avec les anciennes semences, il fallait faire au moins 6 campagnes. Je veux dire 6 passages d'herbicides. Avec la semence OGM, ils font 2 passages. Donc tu vois que c'est un gain de temps pour l'agriculteur et même l'argent. Donc ça les a poussés à étendre les superficies. Donc tu vois que si tu ne fais que 2 passages, donc ça te pousse à aller produire plus, à aller prendre. Mais sauf que ce qu'ils n'ont pas, ce que ces grands groupes ont omis de dire, c'est que la nature, tu ne peux pas tromper la nature. Ils ont fait ça comme ça pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Le problème, c'est que ces insectes qui étaient nuisibles pour le soja, pour le maïs, à force de venir verser ces produits-là, ces insectes ont développé la capacité de résistance. Donc les producteurs versaient maintenant, les insectes ne mouraient plus. Donc les insectes ont muté. Les insectes ont muté. L'herbicide qui versait, les herbes aussi, certaines herbes ont commencé à développer leur capacité de résistance. Les herbes étaient encore là. Les fermiers ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils nous ont floués? Les herbes ont commencé à se développer, les insectes ont commencé à se multiplier. Même les chercheurs de Monsanto, ils ont avoué que, oui, il y a des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Les insectes ont développé la capacité de résistance. Donc tu imagines donc que les produits qu'on vient verser, donc ce qui fait que les agriculteurs ont continué à pomper maintenant à donf l'herbicide pour tuer les trucs. Je pose la question, ces produits-là, où on vient verser massivement, c'est-à-dire que l'herbicide, verser massivement les insecticides, ces produits sont destinés à la consommation humaine. Vous voyez donc que c'est comme ça qu'on prend les lots de maladies. Mais sauf qu'eux, ils produisent comme ça massivement parce qu'ils versent les produits massivement parce qu'ils ne consomment pas ça. C'est pour aller nourrir les animaux. C'est pour nourrir les animaux. Ce que je dis ici, même les agriculteurs du Bénin, du Burkina, qui utilisaient le coton OGM, ont constaté aussi qu'il y avait une résistance, cette fois-ci, aux insectes. Parce que lorsqu'ils utilisaient les semences de coton Monsanto, oui, les premières années, c'était magnifique. Les insectes, machin, ils n'avaient pas d'insectes. Mais 5 ans, 6 ans après, non, les insectes ont développé la faculté d'adaptation, de résistance. Les paysans ont commencé à constater la baisse de production, les insectes qui étaient là abondants, et ils ont continué se sont retrouvés à dépenser beaucoup plus à l'utilisation d'insecticides et d'herbicides. Je voudrais que tu comprennes très bien ça. Je voudrais que tu comprennes très bien pourquoi on ne devrait pas aller épouser le modèle de production occidentale. Parce que c'est capitaliste. Le gars qui a créé ces semences, il est là pour faire son business. Parce que lorsqu'il crée les semences, il te dit en même temps que oui, pour ces semences-là, il y a tel engrais qui va avec, il y a tel herbicide qui va avec, il y a tel insecticide, il y a tel fongicide, il y a tel racicide. C'est un business qui est là savamment pensé. Je ne sais pas à qui je parle. Mais nous sommes dans les émotions à brandir les chiffres, à dire qu'il faut aller produire avec le tracteur. Parce que lorsque tu es sur un tracteur, ça ne fonctionne pas à l'eau, ça fonctionne au gasoil. Comment tu calcules donc ton coût de production? Comment tu calcules ton coût de production? Parce qu'une fois tu as dépensé sur l'herbicide, tu as dépensé sur l'engrais, tu as dépensé sur l'eau. Est-ce que chez nous en Afrique, les champs sont irrigués? Ici, chez eux, les champs sont irrigués. Tu ne peux pas faire les céréales sans irriguer ta plantation. Tu auras quel rendement? C'est pour ça que chez nous en Afrique, on a les rendements d'1 tonne de blé sur le maïs, sur le soja. 1 tonne. Alors qu'avec l'igname ici, l'igname, je vais te partager le parcours ici, l'igname,
pardon, produit de façon naturelle, tu as 12 tonnes. Si tu vas mettre les engrais, tu as 20 tonnes. C'est comme ça qu'on voit la différence. Je prends le temps pour t'expliquer parce que tu ne dois plus aller produire de façon naïve. Tu ne dois pas aller produire parce qu'on t'a brandi les chiffres. On t'a dit, ah, l'élevage de poulet de chair, ça donne 200% de rendement. Je voudrais que celui qui fasse 200% de rendement vienne me dire ici. Moi, j'explique de façon scientifique. L'élevage, c'est pareil. Donc, tu vois qu'eux, ils font leur céréales pour nourrir les animaux et pour produire les biocarburants. Je ne sais pas si tu vois un peu. Et on vient nous rendre maintenant dépendants de ces céréales-là. Et eux, ils sont en bourse. Lorsque le pétrole monte, eux aussi, ils montent les prix du blé. C'est pour ça que vous voyez nos chefs d'État aller faire le bec à bec. Ils n'ont pas le choix. Si ils ont le choix, ils ont le choix maintenant de faire une vraie politique sur le plan alimentaire, de mettre l'accent sur les produits, les cultures vivrières. Moi, je suis paysan, je suis agriculteur. Je vois comment les choses bougent, avancent. Dans mon village, quand j'étais tout jeune, tout petit, on avait comme ça, c'est-à-dire que des plantations à perte de vue mixtes de cultures vivrières. Mais aujourd'hui, quand tu marches, tu ne vois plus les champs de culture. On ne voit que les cultures de rente. L'EVA a déjà envahi tout. L'EVA qui est une culture pérenne. Une culture sur laquelle nous n'avons pas le contrôle. La CDC est venue s'implanter chez nous dans mon village. Ça fait quoi? C'est des accaparements de terre. Comment est-ce qu'on peut être autonome sur le plan alimentaire si on ne met pas l'accent sur les cultures vivrières? Si l'accent n'est que porté sur les cultures telles que de rente et qui ne nous profitent pas. Et si nous ne sommes que là à poursuivre le cahier des charges d'autres productions. Donc je dis ici que si nous, en tant qu'Africains, si toi, tu vas aller produire en te calquant sur le modèle occidental, tu es mort dans le film. Je dis ici, ceux qui vont aller faire les céréales, en voulant se calquer sur le modèle occidental, sont déjà morts d'office dans le film. Que ceux qui sont en train de faire les céréales présentement viennent nous dire comment est-ce qu'ils peuvent gagner. Moi, quand je parle, j'explique de façon scientifique, de façon technique et de façon économique que ce modèle n'est pas viable. Que ce sont eux qui détiennent, ils ont le contrôle sur les prix. On n'a pas le contrôle sur les prix, les gars. C'est le gars qui a créé son système. À tout moment, il peut te mettre knock-out. Si tu dis qu'il ne te donne pas les semences, tu fais quoi? Si tu dis qu'il ne te donne pas la mécanisation, tu fais quoi? Si tu dis qu'il ne te donne pas l'expertise, que même ce prix, il n'achète pas ce prix, tu fais quoi? On a vu. Ils nous ont poussé à aller faire le soja. Le Bénin produit le soja. Le Bénin en Afrique, c'est le premier pays producteur de soja. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait au Bénin? Dès qu'on a des positions autres que les positions, ils ont dit qu'ils ne prenaient plus le soja au Bénin. Que le Bénin ne respecte pas l'environnement. Que la production de soja du Bénin ne respecte pas l'environnement. What? Comment le soja est produit ici en Occident, en Europe? Comment le blé est produit ici en Europe? Comment le houblon est produit? Comment le tournesol est produit? Est-ce que vous voyez les arbres? Je vous ai parlé du Brésil. Je vous parle de l'Argentine. Allez voir en Argentine. Ils sont en train de déforester pour s'aimer le soja OGM. On ne parle pas. Mais tu vois, dès qu'on a eu une position autre que les positions par rapport à la crise que vous voyez en cours, ils ont dit qu'ils ne prennent plus le soja du Bénin, ils ne prennent plus le cacao du Ghana, le cacao de la Côte d'Ivoire, ils ne prennent plus le bois venu d'Afrique, du Cameroun et du Congo, ils ne prennent plus le café venu d'Éthiopie. Ce sont des sanctions qu'ils mettent, les gars. Ils mettent des sanctions. Parce que ces produits, nous ne savons pas les valoriser. Parce que nous n'avons pas l'expertise pour valoriser. Donc c'est là où on devrait mettre l'accent, chercher la technologie pour valoriser. Chercher la technologie pour pouvoir être autonome sur ces segments-là. C'est pour ça que j'ai dit en préambule qu'un pays qui n'est pas autonome sur le plan de l'alimentation, qui n'a pas le contrôle sur ses semences, c'est un pays qui est en danger. Même ce continent est en danger. La Chine a compris ça.
La Chine est en train de faire ses propres recherches sur les semences. Parce que la Chine est aujourd'hui dépendante du soja venu d'Argentine. Et c'est un soja rempli d'OGM. Les chercheurs, les généticiens, les biologistes, les chimistes, ils sont en train d'œuvrer. Ils ont dit, ils ne trouvent pas concevable qu'ils soient dépendants aujourd'hui des semences, de la production telle que venue d'Argentine. Parce que, même d'Amérique, parce qu'eux, ils sont là, ils produisent abondamment avec les trucs OGM. Ils viennent donner aux autres. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ces molécules-là? Qu'est-ce qu'il y a dans ces molécules? Dont les Chinois eux-mêmes, ils veulent eux-mêmes produire leurs propres semences. Voilà comment des pays qui se respectent font les choses. Donc si je fais mon plaidoyer contre la faim, je suis agriculteur, je produis d'abord parce que je veux nourrir et je veux qu'on soit autonome sur le plan alimentaire. Oui, je ne fais pas l'agriculture aussi sur... Ce n'est pas, je vais dire, le bénévolat, ou ce n'est pas de la philanthropie. On fait pour gagner, mais il faudrait qu'on fasse une agriculture qui va profiter tel que justement à notre économie. À notre économie. Et aujourd'hui, avec les produits du terroir, c'est possible. Il faudrait que nos scientifiques se mettent là-dessus. Si on veut nourrir le monde, il faut changer le modèle de production. On ne peut pas aujourd'hui être là à chaque fois. Regardez comment eux ils sont ici. Toutes les surfaces cultivables sont aujourd'hui occupées par le béton. Ils sont en train d'urbaniser, c'est-à-dire qu'à Donf. Donc à chaque fois que vous voyez des buildings monter, c'est des espaces cultivables qui disparaissent. La Chine, je prends encore l'exemple avec la Chine, où on dit ah, la Chine est super développée, la Chine est en train de... Mais la Chine a un gros problème aujourd'hui sur le plan alimentaire. Que chaque année, c'est l'équivalent d'une ville comme Paris qui naît en Chine. C'est le béton. Et plus le béton se développe, moins on a des espaces cultivables. Et eux aussi, ils ont les zones rurales. C'est des personnes qui sortent des campagnes pour venir en ville. Ils ont aujourd'hui des villes où des bâtiments sont inhabités. Tout ça pourquoi? Par rapport au profit, au détriment de l'humain. Dans tous ces pays où je cite, il y a de la malnutrition partout dans le monde, mais l'agriculture est aujourd'hui devenue capitaliste. J'ai pris assez de temps comme ça pour expliquer parce que moi je préfère expliquer. Si je suis venu, c'est parce que, je dis encore, je nourris cette frustration-là que beaucoup d'entre nous, nous allons faire l'agriculture pour des mauvaises raisons. On vient juste parce qu'on veut gagner de l'argent. Oui, on peut gagner énormément de l'argent si on est stratège, si on apprend ses leçons, si on observe ce que les autres font ici. On prend ce qui est bien, et on analyse, on enlève ce qui est mauvais. On analyse de façon froide. Mais vous voyez que la plupart, en tout cas chez nous en Afrique, c'est les slogans. Comment gagner l'argent rapidement? Comment gagner ceci? Comment gagner cela? Moi, je parle parce que j'observe, j'ai fait le tour ici. Ce que je dis, c'est ce que l'agriculteur chinois, européen, américain va te dire. Je dis les petits producteurs. L'agriculture aujourd'hui est en train de... L'agriculture aujourd'hui industrielle est en train de détruire les petits producteurs. Oui, on peut nourrir le monde sur des petites superficies si on subventionne de façon équitable ceux qui œuvrent pour la bonne alimentation, ceux qui sont là à œuvrer pour que la planète se porte bien, ceux qui respectent l'environnement, ceux qui ne polluent pas. Parce qu'il faut comprendre ici que l'alimentation, ce que tu manges, c'est ton médicament. Ce qui te rend malade, c'est ce que tu mets dans ta bouche. C'est ton comportement. Alors, tu veux aller reproduire la même chose qu'on fait ici, rempli de produits chimiques. La question que je vais te poser, mais comment la population va se soigner quand tu auras des maladies dégénératives? Parce que c'est ça aujourd'hui. Le lot de tout ça, c'est les maladies dégénératives que nous avons aujourd'hui, dues au mode de production et dues au mode de consommation. Donc c'est pour cela que je valorise et je vulgarise les produits du terroir.
Et je dis aujourd'hui, avec une culture comme l'igname, puisque c'est de ça qu'il s'agit, tu vois, la transition ici, c'est que l'igname, je t'ai dit, l'igname, 1 hectare te donne un rendement de 12 tonnes, produit de façon naturelle. Alors que si tu vas produire les céréales, le maïs, le soja, le blé, c'est 1 tonne, encore 1 tonne si tu as réussi. Des fois, c'est demi-tonne en Afrique, parce qu'on ne respecte, il n'y a zéro respect des normes. J'ai dit l'agriculture, c'est l'eau. Combien de personnes irriguent les plantations en Afrique? Combien de personnes irriguent les plantations de céréales? Et la sécheresse est en train de battre son plein là maintenant. Donc tu vois, c'est comme ça que tu vois 12 tonnes. Tu vois que tu n'as pas besoin d'aller chercher 12 tonnes sans mécanisation, sans produits chimiques. J'ai dit c'est 20 tonnes lorsque tu mets les produits chimiques. Donc tu vois qu'avec 12 tonnes, si tu étends comme ça sur 5, 10, 20 hectares, à taille humaine, il y a de quoi faire. C'est comme ça que tu vois, comment tu réduis les charges. Parce qu'on gagne ici en business par rapport aux charges. Si tu sais comment tu as réduit tes charges, c'est là où tu gagnes. Tu vois que si j'ai fait tout ce plaidoyer, c'est pour te faire comprendre qu'en allant produire de façon intensive, mécanisée, en allant faire le modèle d'agriculture occidentale, tu ne pourras pas t'en sortir parce qu'il y a énormément de charges. Il y a énormément de contingences que tu ne puisses pas maîtriser. Dans notre magnifique igname, c'est encore un produit du terroir, une bénédiction de Dieu. L'igname encore rentre dans nos us et coutumes. Tu vois que l'igname, c'est des produits du terroir. En Afrique de l'Ouest, il y a carrément des cérémonies d'igname. L'igname, tel que c'est, je vais dire, ça rentre dans les us et coutumes. Il y a des cérémonies comme ça qu'on fait, des cérémonies traditionnelles dues à l'igname. Je t'ai dit ici que, en faisant un clin d'œil à mon grand-père décédé, c'est lui qui a introduit l'igname, le calabayam. Je parle à chaque fois de calabayam, le l'igname blanc, dans mon village. Donc, c'est pour te dire. Au Nigeria, tu as dit que c'est une institution, l'igname. Tu vois? Donc, voilà un produit purement africain où on pouvait, comme ça, c'est-à-dire que baser, faire des recherches dessus, faire en sorte que la production puisse être de qualité, qu'on ait comme ça des plantations. Parce que je dis 1 hectare, 12 tonnes. Tu vois? Et on a comme ça des variétés d'igname. Il y a plusieurs variétés d'igname. Tu as l'igname blanc qui est le calabayam, comme je dis, qui est un peu sucré. Tu as l'igname jaune. Tu as l'igname, une variété d'igname amer. À toi maintenant de voir ce qui se consomme dans ton pays. Donc l'igname, sur 1 hectare d'igname, tu peux avoir comme ça 10 000 buts. Tu peux produire 10 000 buts d'igname. L'igname adore les sols riches, qui drainent bien, donc riches en humus, qui drainent bien. Il faut éviter d'aller planter l'igname dans les sols argileux ou sableux. Tu vois? Donc sur tes 1 hectare, tu peux faire 10 000 buts, donc avec des distances de 1 mètre sur 1 mètre. Tu peux aussi faire 4 445 si tu fais des distances de 15 mètres. Donc, je te dis que l'igname, c'est une culture qui est annuelle. Donc, ça va sur 12 mois. Lorsque tu as planté, après, maintenant, c'est le suivi. Lorsque ça commence à... C'est une plante... L'igname, c'est une tubercule. Hein. C'est une tubercule. Donc, tu plantes, tu vas creuser ton sol de 15 à 20 cm. Tu sèmes la bouture. Tu fais ta butte. Donc, sur 1 hectare peut prendre 10 000 buts. Lorsque ça commence à germer et que ça fait des lianes, donc c'est une liane qui est rampante, tu mets les tuteurs. Tu mets le tuteur, tu conduis ton champ, tu sacles. Je vais même te conseiller ici une fois que tu as saclé, de mettre de la paille. De mettre de la paille afin de pouvoir éviter que les mauvaises herbes, tu vois, montent. Et de maintenir le sol toujours frais. Et de nourrir la microfaune et la macrofaune parce que c'est comme ça qu'on se doit de faire aujourd'hui. Parce que c'est le sol qu'on se doit de préserver. Le capital, la richesse que nous avons sur le sol, tu fais, et de temps en temps, revenir remettre la butte. Tu vas revenir remettre la terre pour remonter la butte et continuer à amender ici par la matière organique, dont les fientes de poules, les bousses de vache, tu vois, à nourrir que ton sol. Et l'entrée en maturité, c'est 12 mois.
tu récoltes tes ignames au bout de 12 mois. Donc, le marché, il y a un marché qui est énorme pour l'igname, comme je t'ai dit. Chez nous, l'igname se vend encore en cuvette, se vend en cuvette bon champ. Tu as des cuvettes d'igname comme ça qui se vendent à 45 000, hein, la cuvette. Tu vas au marché, on peut te vendre 2 ignames même à 5 000. Donc, c'est une culture qui est hautement rentable. Sur le plan, je vais dire, organoleptique, l'igname est riche en vitamine B6, B1, en vitamine C, en phosphore, en magnésium. Donc l'igname est plus riche que le maïs, plus riche que le blé, plus riche que le soja, plus riche que les céréales, le blé, plus riche que le riz. Le riz, on nous rend dépendants du riz. L'igname est plus riche que le riz, plus riche que le blé. Tu vois? Donc on devrait aujourd'hui produire massivement. Donc l'inconvénient que nous avons avec l'igname, c'est sa conservation. Donc au niveau de la conservation, c'est là où on a un peu du mal, c'est délicat. Et c'est là où l'Afrique, c'est là où nous devons mettre l'accent. Parce que nous produisons, mais nous ne savons pas conserver. Nous ne savons pas transformer. N'oublie pas que nous perdons chaque année plus de 50% des produits que nous produisons. Est-ce que c'est la technologie? Donc, l'igname chez nous aussi, sur le plan de la transformation, l'igname se mange, tu vois, bouilli, hein, tu pelles l'igname frais, tu fais bouillir, tu peux le manger comme ça en morceaux. Ça se mange bien avec des légumes, avec un bon doulet, avec un bon béwolé, un sissa, un keyang. Hein? Ça se mange très bien. Ça se mange aussi, c'est-à-dire qu'en foufou, on peut cuire, on pile, on fait le foufou. En Afrique de l'Ouest, ça se mange en foufou. On peut aussi, c'est-à-dire faire de la farine d'igname. En ce moment où nous sommes en crise, c'est-à-dire que sur les céréales, les farines de blé, on peut faire de la farine. C'est ce que je répète ici. On se doit de produire l'igname pour produire de la farine. Afin de substituer les farines de blé, par exemple. On peut aussi faire des galettes d'igname. On peut faire des beignets à base d'igname. On peut faire des chips d'igname. Donc, sur le plan de la transformation, c'est-à-dire que voilà autant de choses qu'on peut faire. Donc, l'idée de cette vidéo ici, c'est de te faire comprendre que ne va pas produire, ne va pas faire de l'agriculture de façon émotionnelle, tout simplement parce que tu viens gagner de l'argent. Un agriculteur, c'est un artisan de la terre, de la nature. Ce n'est pas pour rien que l'agriculture, c'est le premier métier au monde et c'est le plus vieux métier au monde. Ce n'est pas pour rien que même dans toutes nos prières, interpréter ça en diverses religions, mais à chaque fois nous demandons toujours notre pain quotidien. Père, accorde-nous aujourd'hui notre pain quotidien. On demande toujours à toutes les langues, toutes les prières, peu importe vos religions, peu importe vos croyances, on est toujours en train de demander la pitance, on demande toujours le pain quotidien. C'est la seule chose aujourd'hui, c'est le seul secteur qui puisse faire l'unanimité, c'est le seul secteur qui puisse être aussi rentable. Mais qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, la plupart des jeunes sont plutôt intéressés par les iPhones, par, on va dire, la technologie. Ils sont sur les portables. Non. Le premier secteur sur lequel on se devait déjà d'abord de se rassurer qu'on a l'autonomie, c'est notre alimentation. Nous prions tous en disant, Père, accorde-nous notre pain quotidien. On ne peut pas aller axer aujourd'hui l'accent sur les iPhones. Pire encore, chez nous, on va axer l'accent sur le mougoupan, sur le collage de petites, sur le sexe, sur l'alcool, sur le vol, la jalousie, le mensonge, la paresse, la vie facile, l'oisiveté. Vous voyez? Tous ces fléaux-là, c'est beaucoup pour un continent. Pendant ce temps, les autres, eux, ils réfléchissent, ils font des choses et ils viennent nous rendre dépendants. Donc aujourd'hui, le sol, la terre, comme je coutume à vous dire, c'est grâce à la terre
qu'on peut s'alimenter, qu'on peut avoir des aliments de qualité. Si on respecte la terre, c'est grâce à la terre qu'on peut avoir, c'est-à-dire que la protéine animale, si on respecte la terre. C'est grâce à la terre qu'on peut se loger, qu'on peut construire, si on respecte la terre. C'est grâce à la terre que nous avons des ressources minières, si on la respecte. Mais si on ne la respecte pas, si on va faire comme nous sommes en train de faire en ce moment, ben on subit les catastrophes naturelles qui sont là, les inondations, les vents violents, les départs de feu, les sécheresses qui ne s'expliquent pas, la perte de la matière organique, éolienne par le vent, les inondations qui créent les érosions, qui balayent, qui nettoient nos sols. C'est tous ces phénomènes-là qui entraînent, qui font en sorte que notre agriculture aujourd'hui n'est pas performante, qu'on n'arrive plus à se nourrir. Et si on va plutôt aujourd'hui, au lieu de diversifier nos cultures, on va être dépendant des céréales produites par d'autres, mais on meurt dans le film. On meurt dans le film. Donc, une fois encore, c'est de la stratégie que je partage ici. C'est de la stratégie. C'est pour ça qu'on se doit de valoriser et de vulgariser nos produits du terroir. C'est pour ça qu'on se doit de diversifier, c'est-à-dire que notre élevage, on se doit de diversifier les protéines animales. C'est pour ça que je veux vous dire qu'on se doit de produire la poule locale, la caille, la pintade, le canard, hein? Le porc. Je suis venu créer la diversité. Parce que c'est comme ça. Parce que si on va uniquement être dépendant d'une chose, ben on meurt dans le film. Parce que si on est dépendant d'une chose, celui qui a le monopole sur cette chose-là, on devient dépendant de cette personne. C'est de ça qu'il s'agit. Si on vous dit qu'on doit avoir le contrôle sur nos produits du terroir, l'alimentation, vous êtes en train de voir l'actualité. Vous voyez comment l'actualité, vous voyez comment la géoéconomie est en train de nous balader. Vous voyez comment la géostratégie, la géoalimentaire. C'est pour ça que je prends assez de temps pour parler, pour vous éduquer. Parce que un agriculteur, un entrepreneur, un être humain se doit de s'éduquer. C'est ça le développement personnel. Tu vois que sur cette masterclass, sur cet enseignement, je viens de te balayer comme ça plusieurs choses. Mais un petit esprit va dire, mais Thierry, il faut aller droit au but. Hein? Mais Thierry, il fallait nous parler de... Non, tu vois, je suis venu te parler de l'igname, mais tu ne peux pas aller produire l'igname si tu ne sais pas tous les enjeux qui se passent autour. Tu ne peux pas aller faire l'agriculture si tu ne connais pas que tous les enjeux, ce que j'appelle d'habitude les contingences internes et externes. C'est pour ça qu'on échoue, les amis. C'est pour ça qu'on échoue. Lorsqu'on te dit élevage de poulet de chair, tu vas faire boum, tu ne connais pas les contingents internes et externes. Tu vas aller taper le bâtiment 8 millions. Tu vas mettre les sujets, peut-être 5 000. Mais sauf que tu n'as pas pensé que tu n'as pas le contrôle sur les sujets. Tu n'as pas le contrôle sur l'alimentation. Tu n'as le contrôle sur rien. Quand arrive le moment de la prophylaxie, il faut mettre des vaccins. On te dit que pénurie de vaccins, il n'y a pas de vaccin. Tu fais comment? Les investissements que tu as mis en place, tu vois comment tes poulets tombent, tes poulets meurent là, tes poulets meurent. Tes poules meurent. Est-ce que tu avais pensé à ça? Donc il faut penser à tout ça. On pense à tout ça en amont. On ne va pas comme ça faire à tue-tête parce qu'on m'a dit que le poulet de chair est rentable. Non. On pense à tout ça. C'est pour ça que je prends la peine pour vous dire tout ça. Ça, c'est des masterclass qui devaient être payantes. C'est des conférences que je devais donner comme ça aux personnes aguerries. Donc, sachez faire usage de ce que je donne là. Vous n'entendez pas, voilà, vous n'entendez pas vos followers, je ne sais pas moi, vos influenceurs qui sont dans le domaine, vous parlez comme je vous parle là. Vous voyez, depuis 3 ans, c'est la pédagogie. Je ne m'en ai pas. Mais ça, c'est des informations sensibles qui doivent être monnayées. C'est des informations que je vais donner aux industriels et même à nos chefs d'État en Afrique. Vous voyez? Mais les choses sont en train de bouger. Vous voyez comment les choses bougent. Comment c'est que je disais, voilà, depuis le début,
Les choses sont en train de bouger. Et il y a, c'est-à-dire que voilà, même si c'est timidement, il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience. La communauté est en train de s'agrandir. Si vous vous abonnez, c'est parce que l'idéologie, vous comprenez l'idéologie, parce que le but ici, c'est de partager l'idéologie. On ne peut pas fonctionner sans idéologie. La communauté est en train de s'agrandir. J'ai dit, je prends le temps de la pédagogie, je ne cours pas. Je prends le temps pour enseigner parce que c'est l'éducation qui va nous sauver. C'est la connaissance qui va nous affranchir. C'est le savoir qui va nous affranchir. On devient riche parce qu'on a de la connaissance. On devient riche parce qu'on a ces informations. On ne devient pas riche parce que, par hasard, ou parce qu'on va aller faire, on va aller les copier. Non. Il y a de la stratégie. Eux, ils appliquent des stratégies. Eux, ils mettent des actions en place. À nous aussi, c'est-à-dire de réfléchir. Je dis encore ici qu'on ne peut pas se développer, on ne peut pas s'enrichir, ou on ne pourra pas avoir notre autonomie alimentaire si on veut aller copier le modèle occidental. On meurt dans le film. Donc voilà ce que j'ai à partager sur cette masterclass. Comme je t'ai dit, regarde le lien sous la barre de description, prends l'information, rejoins-moi de l'autre côté, afin qu'on puisse bâtir ton empire, qu'on puisse bâtir ton indépendance financière, afin que tu puisses aussi laisser une trace. Tu prépares ton futur, ton présent et ton futur. Parce que c'est en investissant, c'est-à-dire que sur nous, c'est une formation que tu prends, c'est de la richesse. Tout ce que je te dis, c'est parce que j'ai investi sur moi. Ce n'est pas une connaissance que je ne suis pas né avec. J'ai dépensé, c'est le fait d'aller apprendre auprès des autres, de les côtoyer, de voir comment ça se passe, de bouger. C'est beaucoup, les amis. C'est beaucoup. Mais tout ça, c'est de la connaissance. Et c'est cette connaissance qui me permet aujourd'hui de pouvoir faire ce que je suis en train de faire là. De faire ce que je suis en train de faire. La nourriture est hautement rentable quand on a la connaissance. Donc c'est la connaissance qu'il faut aller chercher. Et il ne faut pas faire l'économie sur la connaissance, sur la formation. Donc voilà ce que je voulais partager. J'espère que tu as aimé. En tout cas, moi j'ai passé un très bon moment à partager avec vous comme d'habitude. Je vous invite à laisser le pouce afin que l'algorithme puisse partager à plusieurs d'entre vous. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci. À la prochaine vidéo. Ciao.